Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons avec Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable, si l'on peut servir toutes les causes ou régler tous les problèmes avec l'ISR, en lien évidemment avec les différents scandales qu'ont pu connaître certains investissements divers ou en lien avec des enquêtes journalistiques, notamment réalisées par Le Monde ou encore par Cash Investigation, qui mettent en lumière des paradoxes dans certains fonds dits ISR. Nous en parlerons donc dans un instant dans Smart Patrimoine. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au livret réglementé et plus particulièrement à la hausse du livret A. Le livret A qui voit son taux passer à 3% à partir du 1er février. Nous commenterons cette hausse en plein taux avec François Mouriot, directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de nous demander ensemble si l'ISR permet de régler tous les problèmes ou si l'on peut servir toutes les causes avec l'ISR. Deux questions que nous allons poser à Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable, qui est en duplex avec nous. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Si je voulais vous poser cette question, c'est que les épargnants ont pu découvrir plusieurs enquêtes sur les derniers mois, une du Monde, une autre de Cash Investigation, qui mettent en avant le paradoxe ou les paradoxes de certains fonds verts qui investissent dans des entreprises qui continuent à produire des énergies fossiles ou à utiliser des bouteilles en plastique. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça amène une question centrale. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un risque lorsqu'on dit que l'on fait de l'investissement durable ou de l'investissement vert, de choisir des entreprises pour un comportement vertueux, mais de voir derrière peut-être le risque d'un scandale pour un comportement non vertueux et non identifié au départ? Effectivement, je pense qu'il faut revenir aussi au début du concept de l'investissement socialement responsable. L'objectif, c'était de montrer qu'il y avait des indicateurs autres que la rentabilité pour faire aujourd'hui, on va dire, du business. On a, on va dire, demandé 3 autres indicateurs: l'environnement, le social et la gouvernance. Le premier effort qui a été demandé aux entreprises, c'est d'être transparentes justement sur ces 3 piliers extra-financiers. Aujourd'hui, quand un investisseur il choisit une entreprise dans laquelle il va investir, il a donc cette grille de lecture autre que sa rentabilité financière. Il va voir quelle va être sa note sur le pilier E, sur le pilier S ou sur le pilier G. Ensuite, à lui de choisir ce qu'il met en avant et la cause pour laquelle il veut servir grâce à son investissement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant par-dessus tout, c'est la transparence, c'est l'explication. C'est pourquoi est-ce que cette société s'est retrouvée dans ce fonds? Quelle est l'histoire à travers cet investissement? C'est toute la complexité aujourd'hui de ces fonds où il va y avoir des dizaines et des dizaines de lignes avec des sociétés dont on ne connaît pas forcément les noms et qu'on va essayer de comprendre pourquoi elles se retrouvent dans ce fonds dit, par exemple, fonds responsable ou fonds effectivement à une thématique eau ou à une thématique plastique ou à une thématique sociale. Donc aujourd'hui, c'est non, je pense qu'il faut constater qu'il n'y a aucune entreprise sur le marché qui est parfaite parce que l'être humain est de toute façon imparfait. Donc on ne peut pas demander aujourd'hui à être dans un monde de parfait. Par contre, la seule chose qu'on peut demander, c'est s'améliorer. Et on s'améliore par la transparence. Voilà. Donc aujourd'hui, si on se place du point de vue de l'épargnant final, pas du professionnel de l'investissement, mais de l'épargnant final qui tente de comprendre effectivement comment orienter son épargne, il faut avoir en tête que investir dans un fonds durable, responsable ou à impact, c'est des stratégies différentes, on ne va pas forcément y revenir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sélectionnées sont 100% vertueuses sur le sujet, mais qu'il y a une démarche d'amélioration normalement sur le sujet sélectionné. Exactement. En fait, ça va dépendre aussi de l'objectif d'investissement du fonds. Vous allez pouvoir afficher un objectif d'investissement en disant effectivement, je ne veux mettre mon argent qu'au profit de sociétés qui ont déjà rempli ce critère que j'estime durable.
ou alors je peux faire le choix d'orienter mon argent, mes flux financiers, pour aider ces entreprises à s'améliorer. Mais en fait, tout ça, ça doit se savoir au début, bien comprendre ces deux objectifs différents. Donc, effectivement, on va y trouver des entreprises qui seront à des niveaux de développement qui vont être différents également. Donc, toute une question de communication, de transparence, d'explication au niveau de l'épargnant. Et ça, c'est pour ça qu'on revient sur un rôle clé du conseiller, le conseiller financier doit impérativement maîtriser son produit financier, comprendre tous les tenants et les aboutissants et pas juste la surface. Parce qu'effectivement, on a bien vu lors de ces dernières enquêtes, on se retrouve un petit peu coincé quand parfois après on va aller dans la technicité. Mais c'est le rôle de ce conseiller et l'épargnant doit pouvoir avoir confiance justement en son conseiller et ce qu'il lui vend. Alors, vous mentionnez effectivement les deux enquêtes que je mentionnais au début. Je voudrais revenir également sur une autre actualité. En fin d'année dernière, un certain nombre de fonds dits article 9 finalement ont été reclassés en article 8. On a le sentiment quand même qu'il y a un ajustement de la profession sur la manière de mettre en avant finalement ces investissements dits durables ou responsables, et ce qui peut contribuer à donner une impression de flou ou d'inexactitude pour l'épargnant final. Alors ça revient peut-être sur la transparence dont vous parliez tout à l'heure, mais comment être sûr de mettre en place une méthodologie en lien avec ses valeurs propres? Le rôle du régulateur à ce moment-là est fondamental. Aujourd'hui, effectivement, il y a un cadre, on le sait, article 6, 8 ou 9. Cependant, il y a eu beaucoup de latitude encore laissée sur l'interprétation que l'on va donner sur ces notions. On le sait très bien, il y a tout cet effort au niveau européen pour cette taxonomie européenne qui normalement devrait trouver consensus au niveau européen pour définir concrètement ce que ça veut dire une notion de durabilité. Parce qu'en fait, tout le vrai sujet, il est là. C'est pour ça qu'on en parle depuis 2018 avec le pacte vert européen, c'est de se dire, OK, on va réorienter les flux vers des activités durables. Mais revenons à la base. Ça veut dire quoi durable? Et c'est là encore, au fait, aujourd'hui, où on a un gros point d'interrogation. Ces fonds article 9 qui se sont, on va dire, un peu nommés en disant on est durable, etc. On revient peut-être aujourd'hui avec un peu d'humilité en se disant peut-être que la durabilité, autant comme on l'entend et comme on la voudrait, finalement, c'est peut-être un peu le Graal qu'on devra atteindre et peut-être que nous devons admettre aujourd'hui que nous sommes qu'à un stade, entre guillemets, ESG, où on commence à prendre conscience de toute l'évolution vers laquelle nous devons aller pour être dans un monde durable. Donc pourquoi parfois mettre un peu la charrue avant les bœufs et se dire, prenons plutôt, voilà, comme j'aime bien ce mot vraiment humilité, où est-ce que nous en sommes et toute la marche qui nous reste à faire. Et n'ayons pas peur de regarder, de dire effectivement le chemin il est encore long. Mais n'essayons pas de nous dire aujourd'hui nous sommes dans un monde 100% durable alors que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est là où en fait il y a de la confusion. Admettons que nous en sommes à un stade pas encore avancé et que nous devons faire encore beaucoup d'efforts pour arriver peut-être à cette notion qui ne sera jamais parfaite, mais au moins un peu atteignable de cette durabilité comme on l'entend. Olivia Blanchard, vous êtes présidente des acteurs de la finance responsable. Justement, communiquer et faire de la pédagogie sur ces sujets de finance responsable et même orienter l'épargne des Français vers des fonds responsables, c'est votre métier. Lorsque je mentionne des enquêtes comme celle-là, journalistiques, ou en tout cas des actualités comme celle-là qui viennent finalement pointer du doigt certains paradoxes de certains fonds ou autres, est-ce que vous vous dites finalement il y a encore beaucoup de travail à faire pour communiquer, pour faire de la pédagogie sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Personnellement, j'ai été ravie de tous ces articles et de ces enquêtes qui permettent de vulgariser, on va dire, au plus grand nombre aujourd'hui, ce que c'est la finance et vraiment le rôle fondamental qu'a la finance aujourd'hui dans tout face aux enjeux, socio-environnementaux. Après, c'est toujours un petit peu difficile quand on est expert, c'est de voir à quel point parfois c'est vulgarisé et quand on vulgarise, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Donc, on voit aussi qu'il y a un discours qui est tiré parfois pour bien montrer comment tout le monde est gros méchant, alors que quand même, heureusement, c'est pas la réalité et qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Le chemin, il est encore long, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand je vois que aujourd'hui, on a parlé effectivement de ce problème de greenwashing dans les fonds sur France 2, etc. Je me dis, bah, c'est génial parce qu'il y a 5 ans, finalement, on n'en aurait absolument pas parlé.
et déjà on arrive à communiquer dessus et que finalement peut-être ma voisine à côté avec qui j'ai jamais parlé de finance aura peut-être vu ce reportage et puis elle comprendra un petit peu plus quel est l'enjeu finalement de tout ça. Une question qu'on peut se poser également, alors en lien avec la COP15 sur la biodiversité, par exemple, qui a eu lieu en fin d'année dernière. Vous l'avez mentionné, aujourd'hui on parle de ESG, il y a d'autres grilles de lecture qui arrivent, notamment la gestion des déchets ou encore la biodiversité. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que la finance durable a encore un train de retard, ou en tout cas, est-ce qu'il y a encore des évolutions à attendre avant de pouvoir servir toutes les causes, comme c'est le titre de cette émission? Oui, il y a encore énormément de choses à faire. Typiquement, dans l'association, un peu notre slogan, entre guillemets, c'est la finance au service du vivant. Et un peu la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est déjà, ça veut dire quoi le vivant? Et est-ce qu'on est dans une idéologie ou est-ce que c'est réaliste? Parce qu'effectivement, quand on parle de biodiversité, quand on parle du vivant et d'être finalement de mettre la finance au service de tout ça, mais ça veut dire quoi exactement? On a des modèles économiques aujourd'hui qui sont très bien câblés pour, par exemple, financer une éolienne, parce que c'est très facile. Mais comment, en fait, aujourd'hui, la finance peut financer la préservation, par exemple, des ruches, des abeilles, qui sont des pollinisateurs fondamentaux. Et ça, on n'a pas encore de modèle économique avéré qui vont nous permettre de dégager une rentabilité sûre. Donc, le chemin est vraiment encore très, très long là-dessus pour trouver les clés pour mettre cette finance au service du vivant. Dernière question, Olivia Blanchard. Alors, je reviens sur ma question du début. Peut-on servir toutes les causes avec l'ISR? Est-ce qu'on prend le risque, lorsqu'on investit dans un fonds durable ou dans un investissement responsable, de voir potentiellement qu'on aurait un fonds qui serait au service du climat, mais que derrière, on puisse avoir un scandale qui éclate sur une autre grille de lecture, par exemple, sur un sujet gouvernance ou un sujet impact social? Ouais. Oui, oui, aujourd'hui, en fait, ils sont pas à l'abri du tout. Tout va vraiment dépendre de ces objectifs d'investissement que vous vous fixez. Après, par exemple, aujourd'hui, la taxonomie, quand elle va dire qu'une activité est durable, elle va regarder des critères de DNSH. Donc, ça veut dire que oui, on va pas considérer que vous êtes une activité durable si effectivement vous faites de l'esclavagisme, même si vous préservez la pollution des sols. Donc, aujourd'hui, la notion de durabilité, mais dans un sens très puriste, en dehors de critères ESG, parce que c'est bien ça qu'il faut faire attention. ESG, et c'est différent de durable. Il y peut y avoir donc justement cette confusion entre le l'ESG. On peut très bien choisir de miser sur une entreprise qui est très très bonne au niveau du climat, mais très mauvaise au niveau du social. C'est vraiment, mais ça doit être transparent, ça doit être clairement dit. Et après, quand on va sur la notion de durabilité, donc on sort quand même de cette notion d'ISR slash ESG, effectivement, normalement, ça devrait s'harmoniser et on ne peut pas considérer qu'une activité est durable si par exemple, elle préserve la pollution, mais par contre, elle fait de l'esclavagisme. Merci beaucoup Olivia Blanchard. Alors je rappelle effectivement qu'on a utilisé plusieurs termes qui sont des stratégies différentes quand on parle d'investissement responsable ou ISR durable ou à impact. Je vous laisserai aller regarder les définitions précises. Merci beaucoup en tout cas Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au livret A et plus particulièrement à cette hausse du taux du livret A qui passe à 3% depuis le 1er février 2023, une hausse qui le porte à un niveau le plus élevé qu'il ait connu depuis les 15 dernières années. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec François Mouriot sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour François Mouriot. Bonjour Nicolas Pagnier. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. Alors la décision a été prise et c'est aujourd'hui le premier jour où le taux du livret A passe à 3%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse du livret A? Alors peut-être puis-je vous expliquer comment on fixe le taux du livret A? Bien sûr, oui, la méthode de calcul. Il résulte d'une formule de calcul qui est établie dans la loi, donc un accord entre le gouvernement et le législateur. Et cette formule a deux composantes. La première composante, elle cherche à capter l'évolution du coût de la ressource bancaire. D'accord. En l'occurrence, c'est le taux Esther auquel l'argent s'échange le jour sur le marché monétaire. D'accord. Et qui est très lié au fameux taux directeur de la Banque centrale européenne.
Et la deuxième composante, elle vise à tenir compte du risque d'érosion de l'épargne, donc à protéger l'épargnant. Et il s'agit de l'indice des prix, en l'occurrence l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce qu'on appelle également l'inflation. L'inflation, voilà. Alors, le taux du livret A, c'est finalement un point d'équilibre entre ces deux composantes. Et donc, dans un contexte finalement où l'inflation progresse, on le constate mois après mois, et où la Banque Centrale Européenne décide d'augmenter ses taux, le taux du livret A devait mécaniquement progresser. Absolument. Quand on regarde comment il a été, quelles sont les valeurs de calcul, la moyenne sur 6 mois de ce fameux taux Esther, le coût de la ressource bancaire, il s'établit à 0,56. D'accord. Tandis que l'inflation, elle, sur la même période de 6 mois entre août et janvier, elle s'établit à 6,08%. Voilà. Et le point d'équilibre entre les deux, c'est très précisément 3,3%. À partir de là, le gouverneur de la Banque de France fait une proposition au ministre. D'accord. Et il a la faculté de s'écarter dans des cas particuliers, dans des cas exceptionnels, de la formule de calcul, en tenant compte du contexte général, des conditions de financement de l'économie en particulier, D'accord. et aussi des perspectives d'évolution de l'inflation. Or, pour les perspectives d'évolution de l'inflation, ce qu'on sait, c'est que le profil de l'année 2023 sera différent de 2022. En 2022, on a connu une hausse régulière de l'inflation. En 2023, en première partie, on aura le pic d'inflation qui sera atteint et ensuite une décrue en l'état des prévisions actuelles, sans doute aux alentours de 4% à la fin de l'année 2023. Donc, compte tenu de ces éléments, il était justifié en fait et approprié en fait de fixer ce taux à 3%. Ce qui explique finalement qu'on ne soit pas allé jusqu'à 3,3 parce qu'il y a une anticipation de baisse de l'inflation sur la deuxième partie de 2023, c'est ça? Tout à fait, mais il y a un deuxième élément qui est également important, c'est que la rémunération de l'épargnant, le miroir de cette rémunération, c'est le coût du financement de l'économie. Et il faut prendre aussi en considération le fait que le livret A a des emplois, notamment pour le financement à long terme de différents projets d'intérêt général, et qui doivent être financés dans les meilleures conditions possibles. Et parmi ces éléments, il y a notamment le financement du logement social. Bien sûr. Alors effectivement, ça peut être intéressant d'expliquer ce qu'on finance avec le livret A avant de revenir effectivement sur quelle incidence par exemple sur une banque commerciale qui ensuite héberge un livret A à 3%. Mais alors concrètement, lorsqu'on investit ou lorsqu'on dépose de l'argent sur son livret A, qu'est-ce qu'on finance en tant qu'épargnant? Comment est utilisé cet argent? Alors, supposons qu'on prenne une somme de 100 € sur un livret A. Où va-t-elle? À peu près 55% de cette somme est reversée par les banques à la Caisse des dépôts et consignations. D'accord. Et la Caisse des dépôts et consignations, avec cet argent, peut financer le logement social et la politique de la ville. D'accord. Ce sont des financements à très long terme qui bénéficient aux collectivités territoriales. Certains financements vont au-delà de 40 ans. L'autre partie... Donc on finance avec ces 55% finalement des habitations à loyer modéré ou des logements de la ville. Voilà, également des infrastructures telles que des usines de recyclage des déchets ménagers. D'accord. Des programmes d'amélioration de la distribution et de la gestion de l'eau. D'accord. Autant d'ailleurs de programmes qui sont très très importants dans la perspective de l'amélioration des infrastructures par rapport au risque du réchauffement climatique, par exemple. Donc ça, c'est les premiers 55%. Voilà. Donc c'est une majorité un peu plus que la majorité effectivement de l'épargne, de ces fameux 100 €. Alors où vont les 45% restants? Les 45% sont distribués par les banques et elles doivent les répartir entre le financement des petites et moyennes entreprises, D'accord. à hauteur de 80% de cette somme, une enveloppe de 10% pour des financements de biens liés à la transition énergétique. Par D'accord. exemple, aider un ménage à financer l'acquisition d'une voiture à faible émission, D'accord. Ouais. ou alors l'aider à isoler le toit de sa maison. Donc sous forme de crédit donné aux TPE ou aux ménages sur... Voilà. D'accord. C'est ça. Et puis, à hauteur de 5% de cette somme, pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est un peu abstrait, le concept économie sociale et solidaire. C'est une myriade d'associations, de fondations, de sociétés coopératives. Beaucoup d'entre elles sont dans des activités telles que l'économie circulaire, la réparation, le recyclage, etc.
Donc finalement, et c'est depuis l'origine, parce que autant j'ai envie de dire le financement des bailleurs sociaux ou autres, ça c'était quelque chose de connu, mais alors ce volet économie sociale et solidaire ou transition énergétique, c'est arrivé après pour le coup? Oui, ce sont des éléments plus récents, ce qui fait à la fois la robustesse dans le temps du système du livret A et de l'épargne réglementaire en général, c'est qu'il évolue en fonction des priorités de financement d'intérêt général de l'économie. Et donc la loi Pacte, qui a été promulguée il y a 3 ans environ, Bien sûr, ouais. a établi ces nouveaux emplois réglementés. Alors justement, si on revient sur ce livret au niveau de l'épargnant, donc qui peut réaliser des dépôts, il n'y a pas si longtemps, il avait une rémunération à 1%, c'est passé à 2%, c'est aujourd'hui à 3%. Quand on est un établissement bancaire, est-ce que ça va changer beaucoup de choses, de multiplier par 3 finalement la rémunération de cette épargne pour les épargnants? Alors pour les banques, bien sûr, ça a un impact au même titre que l'évolution du coût de toutes leurs autres ressources. Il faut avoir en tête que les ressources de l'épargne réglementée représentent un peu moins de 10% des ressources des banques. D'accord. Les autres ressources, ce sont des émissions obligataires sur les marchés et puis les dépôts à vue, qui, eux, ne sont pas rémunérés. Et les banques, en fait, combinent ces différentes ressources et elles calculent leur marge pour ensuite prêter à l'économie. À chaque fois que les éléments du passif bancaire augmentent, les conditions de financement à l'économie augmentent également. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une attention à ce que ces évolutions, qui sont nécessaires aussi pour lutter contre l'inflation, soient progressives. Et d'où, d'ailleurs, le mécanisme de la formule du livret A. On calcule des moyennes sur 6 mois pour limiter la volatilité et assurer la progressivité. Oui, pour éviter que ça progresse d'un coup et que ensuite ça redescende. Et du point de vue de l'épargnant, il est très important aussi qu'il ait cette progressivité pour avoir quelque part une visibilité sur les conditions dans lesquelles il va placer son argent, puisque généralement il est fait de manière durable et il doit choisir entre différentes possibilités selon son profil. Alors, on lit souvent que le livret A, mais pas que, parce qu'il y a d'autres placements, en tout cas, qui semblent figurer parmi le palmarès, mais on lit souvent que le livret A est le placement préféré des Français ou le premier, finalement, dépôt des Français. Vous avez une idée aujourd'hui de la position du livret A dans l'épargne des Français? Je vais vous donner 2 chiffres qui montrent une image tout en nuances. D'accord. Le premier chiffre, c'est de dire 55 millions de Français ont un livret A. D'accord. Donc pratiquement une grande majorité de la population. Majorité de population, surtout si on ajoute les Français qui détiennent un livret d'épargne populaire et qui n'ont pas de livret A. À ce moment-là, on est proche de 60 millions. Livret d'épargne populaire qui lui aussi a vu son taux révisé d'ailleurs en même temps que le livret A. Voilà, et ça il faut le souligner. Donc le livret d'épargne populaire s'adresse aux personnes de revenus modestes et sous condition de ce plafond de revenus, elle bénéficie d'une protection complète contre l'inflation, puisque la rémunération, à partir donc d'aujourd'hui, est de 6,1%. Donc aligné globalement sur l'inflation. Aligné globalement sur l'inflation pour les mois à venir. Et alors on a également le LDDS, livret de développement durable et solidaire. Durable et solidaire, c'est ça. Et il a finalement les mêmes caractéristiques que le livret A en termes de rémunération. Et la moitié de son montant est reversée par les banques à la Caisse des dépôts et consignations. Et l'autre moitié va, comme on l'a vu, au financement des PME, etc. Donc on peut dire c'est presque le petit frère ou la sœur siamoise du livret A qui voit également lui aussi son taux revalorisé. Si je reviens sur les 55 millions que vous avez mentionnés, donc 55 millions de Français ont un livret A ou un livret d'épargne populaire. Donc ça, c'est le premier chiffre. Donc ça montre que c'est largement plébiscité par la population française. Et le deuxième chiffre, Le deuxième chiffre, c'est de dire que l'épargne réglementée, c'est 21% du patrimoine financier des Français. D'accord. Et que le livret A plus le LDDS, c'est 8%. Alors on se dit, mais où est le reste? Oui, bah oui. Donc l'épargne financière des Français, c'est 5 600 milliards, si on prend cette enveloppe. Donc à peu près entre 2 et 2 années et demie de revenu national. Le premier bloc de cette épargne, c'est l'assurance vie, qui représente 35% des épargne. D'accord. Mais seulement 40% des Français ont une capacité à ouvrir des plans d'assurance vie. Donc, il y a là, bien sûr, une inégalité dans la répartition de l'épargne, qui est très, très bien connue et documentée. Donc, on peut dire que le livret A, c'est vraiment le livret de tout le monde pour apprendre et commencer à épargner, en particulier constituer l'épargne de précaution. Mais ça n'est pas le support principal pour une partie des Français.
tout le monde non, parce qu'on est plus que 55 millions en France aujourd'hui, mais une grande majorité de Français a un livret A, mais si on regarde les montants déposés, c'est pas forcément le livret A qui est en première position. Là, on va sur une assurance vie. Voilà. D'accord. Et puis, dans les autres composantes du patrimoine financier, donc on a ces dépôts bancaires rémunérés qui pèsent pour à peu près 21%, en tenant compte aussi des plans d'épargne logement, etc. Et puis, il y a une troisième composante qui est méconnue, c'est les actions non cotées pour 20%. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? En fait, il y a le patrimoine professionnel des Français, donc les Français qui ont leur propre entreprise. D'accord. Ouais. Ce qui permet de dire que la France, quand on regarde ces chiffres, c'est une nation d'entrepreneurs. D'accord. C'est quand même une proportion assez importante. C'est une proportion assez importante, effectivement. Alors, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais en tout cas, on a beaucoup de Français qui possèdent finalement des actions non cotées lorsqu'ils possèdent leur entreprise. Lorsqu'ils l'ont fondée, lorsqu'ils l'ont créée. Voilà. Et puis, la dernière composante dans ces placements financiers des ménages, eh bien, ce sont les dépôts à vue sur les comptes bancaires. Qui, eux, ne sont pas rémunérés. Qui ne sont pas rémunérés et qui pèsent 14%, ce qui est un montant substantiel dans un contexte où nous n'avons plus des prix proche de zéro, ce qui était très faible comme évolution des prix. Et donc, ce montant est en cours de diminution, ce qui est une normalisation tout à fait logique. Puisque dans un contexte d'inflation, mettons, à 6%, effectivement, on préfère avoir un petit peu de rémunération pour compenser l'impact de l'inflation plutôt que de rester sur un compte à vue à 0%. Voilà. Et donc, progressivement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ces 14% qui sont sur les dépôts à vue voient leur part relative diminuer au profit des autres instruments, qu'il s'agisse de l'épargne réglementée, donc des livrets, ou de l'assurance vie, ou d'autres supports dont je n'ai pas parlé, tels que les OPC monétaires, les fonds d'épargne retraite, etc. Bien sûr. Alors, une question à laquelle vous n'avez sûrement pas la réponse, François Mouriot, mais je vous la pose quand même. Faut-il s'attendre à ce que le taux du livret A baisse lorsque l'inflation viendra à décroître en 2023 ou 2024 ? Ça fait partie de l'ordre des choses et c'est tout à fait normal et c'est souhaitable. Je pense que le jour où le taux du livret A baissera, ça sera plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Parce que ça voudra dire que d'une part, on sort de la période du choc d'inflation, voilà, et que d'autre part, l'économie est sur une trajectoire assainie du point de vue des prix et certainement aussi du point de vue de la croissance, avec des alternatives au livret A pour les épargnants qui souhaitent chercher des rendements plus intéressants. Donc quand les livrets d'épargne réglementés rémunèrent un petit peu moins, ça veut dire que le contexte économique est un petit peu plus favorable pour l'épargnant ? Bien souvent, c'est le cas, puisque en tout état de cause, ce que ça signifie, c'est qu'on a retrouvé l'environnement de stabilité des prix qui est indispensable pour la protection, d'une manière générale, de l'épargne et pour la visibilité des stratégies d'épargne et d'investissement. Merci beaucoup François Mouriot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Panier. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.